Un changement important va frapper les détenteurs d'ETF, c'est-à-dire les fonds indiciels cotés en bourse, et concerner la plupart des investisseurs et personne ne le voit venir. Et c'est précisément parce qu'on ne le voit pas venir qu'il faut s'y arrêter. Donc en gros, voilà la mécanique. Première étape, depuis 2019, les États-Unis ont coupé Huawei de tout l'écosystème américain des semi-conducteurs. Pas de logiciel américain, pas de licence et surtout pas d'accès aux machines de lithographie extrême ultraviolet qu'on appelle les EUV. Une seule entreprise au monde fabrique ces machines, ASML, aux Pays-Bas. Sans EUV, vous ne pouvez pas produire les puces les plus avancées. C'est le goulot d'étranglement. Étape numéro 2, pendant 6 ans, le consensus médiatique a répété la même phrase. Sans EUV, la Chine est bloquée 10 ans en arrière. Tous les analystes financiers américains, tous les éditorialistes européens, toutes les notes de courtage, une seule ligne répétée des milliers de fois. Étape numéro 3, et là je vous demande votre attention, étape numéro 3, le 25 mai 2026, c'est-à-dire il y a quelques jours, Huawei a annoncé à Shanghai une approche complètement différente. Pas une copie de l'EUV, pas un rattrapage, une autre route technique. Et cette route ne dépend pas d'ASML. Le mot que je vous demande de retenir ici, c'est logic folding. On va y revenir précisément dans 2 minutes, mais voilà la conséquence immédiate qui devrait intéresser tout le monde ici. Si Huawei a raison, le point d'appui géopolitique sur lequel repose une partie des valorisations américaines en semi-conducteurs vient de bouger. Et votre ETF S&P 500, votre MSCI World, votre ETF Monde, votre Nasdaq 100, tout ça est lourdement exposé à ces valorisations. Avant d'entrer dans le détail, je précise une chose. Tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo s'inscrit dans une logique simple. Comprendre sur la prochaine décennie à quoi votre portefeuille est vraiment exposé. Et c'est exactement le travail qu'on fait dans le Bootcamp 10x10, un programme gratuit que vous trouvez en description et qui couvre les 10 réflexes structurels que tout investisseur autonome devrait avoir. Vous lisez, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et le lien est en première position dans la vidéo. Maintenant, reprenons calmement. Depuis 1965, l'industrie des semi-conducteurs suit ce qu'on appelle la loi de Moore. L'idée est simple. Tous les 2 ans environ, 18 mois en réalité, on arrive à doubler le nombre de transistors sur une même surface de silicium. Plus petit, plus dense, plus rapide. C'est cette mécanique qui a permis au smartphone d'avoir aujourd'hui plus de puissance qu'un ordinateur des années 90. Pour continuer à miniaturiser, on a besoin de graver de plus en plus fin sur le silicium. Et pour graver fin, on parle aujourd'hui de 3 nanomètres, bientôt 2, il faut une lumière d'une longueur d'onde extrêmement courte. C'est ça le UV, extrême ultraviolet. Une lumière à 13,5 nanomètres, produite par un système de plasma d'étain, frappé par un laser à très haute énergie. Cette machine, je vous le répète, une seule entreprise au monde la maîtrise, ASML, une capitalisation autour de 280 milliards d'euros, basée à Veldhoven, aux Pays-Bas. Une machine coûte environ 350 millions d'euros et il s'en livre quelques dizaines par an seulement. Et chaque exemplaire est contrôlé à l'export par les États-Unis, les Pays-Bas et le Japon via un dispositif appelé l'arrangement de Wassenaar, modernisé en 2023 pour interdire spécifiquement leur livraison à la Chine. Donc on est dans une situation où 3 sociétés, TSMC à Taïwan, Samsung en Corée et Intel aux États-Unis, sont les seules à pouvoir produire les puces les plus avancées du monde parce qu'elles sont les seules clientes d'ASML. Et derrière elles, toute la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, Nvidia, AMD, Apple, Qualcomm, et indirectement Microsoft, Meta, Amazon, Google, la quasi-totalité de ce qu'on appelle la big tech américaine, les grosses sociétés américaines, technologiques, repose sur cette pyramide. Et cette pyramide repose sur une seule machine, une seule entreprise, un seul pays. Avant d'aller plus loin, je veux dire quelque chose qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. L'argument du consensus médiatique sur la Chine et les semi-conducteurs n'est pas idiot. Il faut le prendre au sérieux. Voilà ce que disent les analystes les mieux informés depuis 2019. Premièrement, la Chine n'a jamais réussi à reproduire ASML, malgré des dizaines de milliards de dollars d'investissement public. SMIC, le principal fondeur chinois, parvient à produire en 7 nanomètres, en utilisant la lithographie ultraviolette classique, qu'on appelle DUV, mais à des coûts industriels élevés avec des rendements modestes. Deuxièmement, les écosystèmes logiciels de conception de puces, ce qu'on appelle les EDA, fournis par la société Cadence, Synopsys, Siemens, sont entièrement américains ou occidentaux. Troisièmement, même si Huawei conçoit ses propres puces Ascend, elle dépend encore de TSMC ou de SMIC pour les fabriquer et donc reste vulnérable à toute restriction supplémentaire.
Donc l'argument ici est la Chine peut bricoler, faire du 7 nanomètres avec des moyens détournés, mais ne peut pas tenir le rythme face à TSMC qui passe aux 2 nanomètres. Et c'est un argument cohérent. Et pendant 6 ans, c'est l'argument qui a justifié des valorisations records pour Nvidia, ASML, TSMC et tout l'écosystème. Mais maintenant, regardons ce que l'argument oublie. L'annonce de Huawei du 25 mai 2026 ne consiste pas à dire on a copié ASML, elle consiste à dire on change la règle. L'approche, c'est ce qu'ils appellent le logic folding. Je vais vous donner l'image la plus simple. Imaginez une ville. Pour mettre plus de monde dans cette ville, vous avez deux options. La première, c'est de réduire la taille de chaque maison pour en mettre plus au mètre carré. Donc c'est la loi de Moore et de l'EUV. La deuxième, c'est d'empiler des villes les unes sur les autres et de mettre des millions d'ascenseurs entre elles. C'est le logic folding. Techniquement, on parle d'architecture tridimensionnelle de très haute densité avec des interconnexions verticales massives entre les couches. La performance ne vient plus de la finesse de la gravure, mais de la rapidité avec laquelle l'information se déplace à l'intérieur de l'empilement. Et ce qui change tout, c'est ça. C'est cette architecture peut être produite avec des machines DUV, donc sans EUV. Huawei estime que, dans sa feuille de route publique, que d'ici 2031, les puces issues de cette approche pourraient atteindre des performances comparables aux puces gravées en 1,4 nanomètres, c'est-à-dire la prochaine génération annoncée par TSMC et Intel. Et donc Huawei est ici pas devant, pas en avance, mais, et c'est le mot qui compte, suffisamment proche. En géopolitique technologique, suffisamment proche, ça suffit à changer le rapport de force. Trois précisions ici pour rester honnête. D'abord, cette approche n'est pas mature. Elle exige de réécrire une grande partie du logiciel de conception. Elle pose des problèmes thermiques sérieux. Et le passage à l'échelle, donc la mise en production en masse reste à démontrer. Ensuite, la demande dépasse déjà l'offre sur la dernière puce Ascend 950. Donc Huawei n'arrive même pas à servir le marché chinois. Enfin, il faut être juste, l'annonce reste, à ce stade, une annonce, pas une production de masse vérifiée par des tiers indépendants. Ce n'est pas encore une victoire de Huawei, c'est une direction qu'il donne. Et ici, je voudrais qu'on prenne 2 minutes pour regarder en arrière. Alors, pas par nostalgie, mais par méthode. En 1997, je travaillais dans une entreprise qui imprimait des très grands formats. À l'époque, France Télécom venait d'être privatisée. Tout le monde achetait l'action, on appelait ça le placement du siècle. Un PER au-dessus de 90, le même consensus médiatique qui aujourd'hui nous explique que Huawei ne peut pas rattraper les sociétés américaines, ce consensus-là expliquait en 1999 que les télécoms étaient une croissance infinie. En 2000, France Télécom a racheté Orange pour 40 milliards d'euros, financés par la dette. Le cours s'est effondré de 90%. Ceux qui sont restés dans France Télécom ont mis 10 ans à revenir, à la moitié de leur point d'entrée. Alors, l'histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent, et la rime ici, elle est très claire. Quand un secteur entier est valorisé à des multiples extrêmes, sur la base d'une thèse de monopole technologique, et qu'un acteur extérieur annonce un contournement crédible de ce monopole, l'ajustement de valorisation ne se fait jamais sur 10 ans, il se fait sur 12 à 18 mois. Et la deuxième rime, on la trouve dans les devises. Entre 1985 et 95, le dollar a perdu environ 50% face au yen, après les accords du Plaza. Sur cette décennie, le S&P 500 a sous-performé les marchés émergents et le Japon, en monnaie locale, d'une dizaine de points par an. Un investisseur européen qui détenait du S&P 500 en 1985 a effectivement gagné moins après change, donc après avoir changé sa monnaie, qu'un investisseur qui avait diversifié. On a aujourd'hui un dollar à des niveaux historiquement élevés contre l'euro et l'yen, et un secteur technologique américain à des multiples qu'on n'a pas vus depuis 1999. Maintenant, posons les chiffres, et je précise que ces ordres de grandeur sont publics, vérifiables dans n'importe quel rapport de gestion d'un ETF monde. Dans un ETF MSCI World, on a aujourd'hui environ 70% d'actions américaines. Sur ces 70%, l'écrasante majorité du moteur de performance des 3 dernières années vient d'une dizaine de titres. Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla, Broadcom, Eli Lilly et quelques autres. À elles seules, Nvidia, Apple et Microsoft représentent aux alentours de 15% d'un MSCI World classique.
Donc concrètement, quand vous détenez 10 000 euros d'ETF MSCI World, vous détenez environ 1 500 euros exposés à trois entreprises qui dépendent pour leur croissance future d'une thèse de monopole sur les puces avancées. Quand vous détenez du S&P 500, c'est plus encore. Autour de 30% du moteur de performance de l'indice repose sur l'écosystème d'intelligence artificielle. Si la thèse de monopole technologique se fissure, même partiellement, même progressivement, les valorisations s'ajustent et l'investisseur européen, lui, subit la double peine. Il prend la baisse en dollars et il prend potentiellement la baisse du dollar lui-même. Alors attention, ce n'est pas un scénario catastrophe que je décris, c'est un scénario probabiliste. La question utile ici, c'est pas est-ce que ça va arriver? Elle est combien de mon patrimoine repose sur l'hypothèse que ça n'arrive jamais? Et là, je voudrais dire quelque chose d'important. Si en regardant votre portefeuille, vous découvrez maintenant cette concentration, ce n'est pas de votre faute. Personne n'explique que le mot world dans MSCI World, c'est une convention marketing et pas une réalité géographique. Personne n'explique que la pyramide des semi-conducteurs repose sur une seule machine néerlandaise ou très peu de gens. Personne ne vous a montré ce type de calcul. Le marketing des courtiers et des distributeurs vend depuis 15 ans la même histoire simple. S&P 500, MSCI World, c'est diversifié, c'est sûr et c'est suffisant. Et c'est pas complètement faux. C'était même très rentable sur la décennie passée. Mais ce n'est pas une vérité absolue, c'est une thèse historique qui dépend de conditions précises. Et la question maintenant que vous voyez le mécanisme, c'est juste, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne vais pas vous donner d'allocation cible. Ce ne serait ni honnête de ma part par rapport à mes clients, ni conforme à la réglementation suisse sur les services financiers. Mais je peux vous donner les trois questions qu'un investisseur autonome se pose après une vidéo comme celle-ci. Première question, quelle part de votre patrimoine financier est exposée directement ou indirectement aux 10 mêmes entreprises américaines? Additionnez vos ETF World, vos ETF S&P 500, vos ETF Nasdaq, vos fonds en assurance vie et regardez les recoupements. Vous allez être surpris. Deuxième question, quelle est votre exposition au dollar, toutes lignes confondues? Et comment se compare-t-elle à votre exposition à l'euro, au franc suisse, au yen, pourquoi pas, et aux monnaies émergentes en règle générale? Troisième question, existe-t-il dans votre allocation actuelle une seule ligne qui performerait positivement dans un scénario où le secteur tech américain corrige de 30% sur 18 mois? Et si la réponse est non, vous n'avez pas un portefeuille diversifié. Vous avez une conviction concentrée déguisée en diversification. Ce qui change pour vous concrètement, ce n'est pas qu'il faut vendre quoi que ce soit aujourd'hui. Ce qui change, c'est que vous savez maintenant à quoi votre portefeuille est vraiment couplé. Vous ne pouvez plus dire c'est diversifié sans avoir fait le calcul. Et vous saurez quelque chose que la plupart des Français qui détiennent un PEA, une assurance vie ou un compte titre ne savent pas toujours après 20 ans d'investissement. Pour aller plus loin sur ces réflexes de structuration patrimoniale, la formation gratuite 10x10, le lien est en description, couvre les 9 autres points que tout investisseur autonome devrait maîtriser sur la décennie 2026-2036. Et j'ai une dernière question sur laquelle j'aimerais vraiment vous lire en commentaire après cette vidéo. Est-ce que vous regardez votre exposition au secteur technologique américain comme une diversification ou comme une conviction concentrée? Et si c'est une conviction, est-ce qu'elle est consciente ou subie? Alors, je lis tout ce qui passe dans les commentaires dans les premières 48 heures. Et si la mécanique des cycles dollars et des bulles technologiques vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo précédente sur cette chaîne, le pattern de fin de cycle qui se rejoue sur l'IA, dans laquelle je détaille le parallèle entre France Télécom en 2000 et l'écosystème OpenAI en 2026. À très vite.